Donc le pronostic sportif, comment ça se passe? Il y a un match de foot. L'internaute, il va rechercher des conseils sur un pronostic du match qui va avoir lieu le soir. Trouver ton ikigai, c'est vraiment ce qui va te permettre de trouver l'opportunité pour gagner de l'argent en aidant le monde, en fait, tu vois. Donc ça peut être gagner de l'argent via un salariat, ou gagner de l'argent via de la formation, via de l'entreprise. Et comment je peux aider les personnes en gagnant de l'argent? Parfois, c'est les conseils simples qui sont les plus efficaces. Avant de commencer notre épisode, on aimerait vous présenter notre sponsor Linkuma, un site spécialisé dans la vente de liens. Il propose 3 offres allant de 7 à 30 € avec une offre intermédiaire à 10 €. Pour bénéficier d'un audit gratuit lors de votre inscription, n'hésitez pas à passer par le lien qui est en description sous cette vidéo. Merci. Salut à tous, bienvenue dans le podcast Sans Filtre. Aujourd'hui, on est en compagnie d'Abdel. Avant de commencer l'épisode, pensez à liker, vous abonner et commenter, c'est hyper important pour nous. Restez bien jusqu'à la fin, on a un petit défi pour notre invité. Abdel, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es et ce que tu fais brièvement? Salut Antoine, salut Mehdi, merci pour l'invitation. Et puis bonjour aux éditeurs, je suis vraiment content d'être avec vous et on va passer un super bon moment ensemble. Alors j'ai 49 ans, je suis marié, j'ai un enfant en préadolescence, j'ai 4 frères et une sœur et j'habite à côté de Lille. Et actuellement, je suis responsable SEO chez l'annonceur à Lille, dans le secteur des pronostics sportifs. Donc, je suis à l'international. Et puis, j'étais auparavant consultant SEO et éditeur de sites et j'ai fait beaucoup de choses. Je suis un peu touche à tout. Donc, on va voir ensemble. J'ai travaillé plusieurs années en tant que salarié. J'ai été indépendant, des allers-retours selon la situation, des moments de vie, des opportunités. Et puis, j'ai eu une grosse reconversion professionnelle qui peut être intéressante aussi. On va commencer par l'enfance. T'étais quel type de personne quand t'étais enfant? Alors je suis une personne j'ai toujours été assez calme, posé, plutôt la force tranquille, tu vois. Alors moi, pour mon histoire, je suis venu en France, j'avais l'âge de 2 ans, pour rejoindre mon père qui était ouvrier, donc une origine très modeste. Et pourtant, j'ai grandi dans un environnement familial très protecteur, donc j'ai des bons souvenirs de ma jeunesse. Alors c'est avant Internet, c'est avant les portables, donc on n'a pas forcément toutes les photos, mais c'était complètement différent. C'est une autre époque, une autre façon de vivre, une autre façon de consommer. Et aujourd'hui, j'en garde de bons souvenirs parce que c'est vraiment une époque où on avait peu d'insouciance et on sortait vraiment. Pour voir ses amis, il fallait sortir en fait. Donc c'était plus complètement différent d'aujourd'hui. C'est autre chose. Mais vraiment, j'ai eu cette enfance-là avec beaucoup de souvenirs. Oui, une belle enfance pour résumer. C'était pas mieux qu'aujourd'hui, c'était pas pire, c'est différent, c'est pas comparable en fait. Ouais, non, t'as raison de le rappeler, ouais. Il y avait voilà, des choses mieux, des choses moins bien, je pense. Ouais, différent, c'est le bon mot. Et on va avancer un petit peu dans le temps. Donc, quand t'es adolescent, est-ce que t'as des rêves, des ambitions particulières? Comme je te disais, on n'avait pas Internet. On avait, en fait, tu vois, il n'y avait pas cette notion de l'entrepreneuriat, de pouvoir entreprendre à partir de rien. Par exemple, les modèles, c'était Bernard Arnault qui était déjà très riche, qui est aujourd'hui milliardaire. La famille Mullier, donc c'est les grandes familles du nord de la France. Et au final, c'était plus, tu travailles bien à l'école et tu vas avoir un travail et puis tu vas faire ta vie. Il n'y avait pas vraiment ce côté qu'est-ce que je vais faire plus tard. C'est plus voilà mon métier. C'était plus ça. Et c'est venu après au fur et à mesure avec le temps où les choses ont changé. Mais globalement c'est plutôt ça en fait sur mon enfance. C'est vraiment voilà plutôt travailler à l'école. Bon et puis se former, trouver un travail. Voilà. Ouais, complètement, ouais. Tu dirais quoi à ton toi de 16 ans si tu le croisais là aujourd'hui? Je crois que je changerais rien. En fait, tu vois, les expériences d'une vie, elles font les personnes que tu es aujourd'hui. Ce que j'ai vécu, c'est ce qui fait de moi que je suis aujourd'hui. Je m'aime tel que je suis. Donc en fait, peut-être je vais lui demander de changer quelque chose, et au final, je serai pas la même personne aujourd'hui. J'aurai pas le même environnement, j'aurai peut-être pas la même épouse. Tu vois, il y a beaucoup. Donc, à mon mois de 16 ans, je lui dirais profite de la vie plus en fait. C'est-à-dire prends plus de risques et profite beaucoup plus de la vie parce que justement
il faut profite plus. C'est surtout ça, ouais. Et c'est surtout ça que je lui dirais. Mais sinon, je changerais rien. Voilà, les galères, les coups durs, tout ça, les échecs, ils font partie de ce que je suis aujourd'hui et je changerai rien parce que tout va bien. Ouais, c'était ton destin en gros pour résumer. Mais je lui dirais, après, sur la partie métier, bah, prends le code le plus tôt possible. Mais Ouais. ça c'est important parce que c'est vraiment game changer. Et, est-ce que tu as un souvenir à nous partager, vraiment quelque chose qui a joué un rôle important dans la personne que tu es maintenant? C'est un petit peu plus tard, c'est pas 16 ans, c'est un peu plus une anecdote peut-être, ouais. Ouais, Alors une anecdote par exemple. Ouais. ouais, alors juillet France 98, on gagne la Coupe du Monde. Donc tu vois première Coupe du Monde. Zidane héros national sur les Champs-Élysées, vraiment c'était incroyable. Et en fait, j'ai travaillé dans le sud de la France à Cannes après l'école. En fait, je suis descendu dans le sud de la France, je travaillais à Cannes. Et j'étais en galère de logement et j'ai réussi à trouver une petite chambre dans un foyer pour les jeunes travailleurs. C'est qu'ils démarrent, ils ont besoin justement d'avoir un coin pour dormir. Donc ils te louent une petite chambre minuscule avec juste un lit, des étagères, des douches communes, le minimum qu'on peut avoir quoi. Mais ça permet quand même de redémarrer, tu vois. Et en fait, Zidane a passé 4 ans dans ce foyer de jeunes travailleurs. Et tu vois, cette anecdote, elle m'a beaucoup marqué parce que je me suis dit que quand tu vois d'où il est parti et que tu te rends compte du chemin parcouru, qu'il est arrivé champion du monde France 98 et que tu te dis tout est possible en fait, tu vois, et que voilà, ça c'est une anecdote qui m'a beaucoup marqué en fait. Et bon, maintenant c'est un petit peu la partie plus, comment dire, professionnelle, quand, on va dire quand tu arrives dans la vie active. Et quelle étude t'as fait et c'est quoi ton premier job? C'était quoi ton premier job? J'ai fait un CAP, BEP des services administratifs. Je sais même pas si ça existe encore. Donc c'est un diplôme pour travailler en mairie dans des tâches basiques, tu sais, faire des cartes d'identité, des passeports. Et j'ai appris à taper à la machine à écrire. Donc vraiment la dactylo, tu vois. C'était avant, avant l'ordinateur. Après j'ai fait un bac STT, sciences technologies tertiaires, avec de la compta, de la gestion. Après je suis parti en BTS action commerciale. Ouais, ça c'est mon parcours. Et à partir de là, donc je suis descendu, donc comme je te disais, je suis descendu dans le sud de la France. En fait, je suis descendu en vacances à Cannes et j'ai travaillé dans l'hôtellerie. C'est parce qu'en fait, j'étais dans le sud et j'ai un ami qui m'appelle, qui s'appelait Guillaume. Je m'en souviendrai toujours de cet appel. Il me dit, on avait un téléphone portable. Il me dit, Abdel, bah je descends dans le sud, j'ai besoin de prendre des vacances. Je lui dis, mais non, c'est pas possible. Bon, ok, viens. Et on se baladait sur la Croisette. Et puis il trouve un job à l'hôtel Majestic, plagiste. Tout de suite, il demande, il embauche. Alors moi, je tente le coup. Bah, je vais à côté à l'hôtel Carlton, c'est un palace juste à côté. Il m'embauche plagiste aussi. Et donc en fait, on est resté toute la saison. Plagiste, moi j'étais à l'hôtel Carlton, lui à l'hôtel Majestic. On dormait dans une alors c'était pas Décathlon, mais dans une tente dans un camping au début pour démarrer. Et puis petit à petit, on a trouvé le logement dans le foyer que je te disais. Et on a démarré comme ça. Et après, je suis rentré dans l'hôtel, j'ai fait du room service, j'ai fait du service des banquets, serveur. Donc c'était vraiment une expérience assez intéressante. Bon, après j'ai arrêté parce que l'hôtellerie de luxe, au final, il n'y avait pas forcément d'embauche, c'était pas forcément mon secteur d'activité. Et puis l'hiver, c'était plutôt calme. Donc je suis rentré dans la grande distribution. Je suis rentré salarié, c'était à Monoprix. Donc je suis rentré, mon premier job, j'étais embauché, puis j'ai commencé une carrière dans la grande distribution j'ai évolué chef de rayon, chef de secteur, jusqu'à sous-directeur de magasin. Donc c'était en région parisienne, donc parce qu'en fait dans la grande distribution tu as de la mutation. Euh, J'étais en région parisienne, j'étais cadre, je dirigeais une trentaine de personnes à peu près, donc gros poste quand même. Et logiquement la voie classique c'était passer directeur de magasin. Et j'ai eu une période de formation, je suis devenu formateur en management, donc au siège pendant 2-3 ans, donc c'est super intéressant. Et ce qui m'a permis d'avoir du temps libre en fait. Et ce temps libre, je me suis formé à côté, parce que je m'intéressais beaucoup au web à l'époque. Et voilà globalement mon parcours. Et ouais, avant de revenir à la partie quand tu as commencé à te former au web, est-ce que tu as une ou deux anecdotes sur, par exemple, au Carlton, vu que c'était quand même un palace, peut-être sur ça, et peut-être pareil sur quand t'es passé cadre et que tu manageais différentes personnes? Alors une anecdote dans un palace de luxe, en fait il y en a beaucoup, ouais, parce que tu vois
tu découvres les gens extrêmement riches et, et en fait, il y a beaucoup de personnes autour d'eux qui sont pas forcément, tu le vois en fait, c'est pas forcément de l'amitié, tu vois leur comportement et on rigolait plus entre collègues dans les salles de pause ou à côté à laver des verres que eux assis autour d'une table à 1000 euros, enfin 1000 francs, voilà, tu vois. C'est vraiment ça, ça m'a beaucoup marqué, beaucoup Ouais, des le gens riches mais pas paraître. forcément heureux. Oui, le paraître, oui, et beaucoup de monde autour, en fait, tu vois. Ça m'a beaucoup marqué. Et par exemple, tu vas trouver alors la plage, ça m'a beaucoup marqué. Sur le ponton, il y avait une dame, c'est un mannequin qui passait ses journées sur le ponton de la plage. C'est-à-dire, c'est un mannequin. Peut-être son mari ou enfin je ne sais pas était milliardaire sur son bateau. Et en fait, elle s'ennuyait tellement qu'elle passait ses journées sur le ponton. Et à part consommer, elle faisait rien d'autre. Et au final, est-ce qu'elle était vraiment heureuse? J'ai des doutes. Et ça m'a beaucoup marqué en fait. Tu vois, c'est voilà, l'argent ne fait pas tout. Ça c'est quelque chose qui m'a voilà que j'ai vu en réalité. Il change des choses, mais voilà. Et sur la partie un peu management, ou peut-être quand tu étais dans la grande distribution au poste de cadre, tu as peut-être une anecdote pareille ou moins. En fait, c'est des métiers qui permettent d'évoluer assez rapidement. Et après, on commence à avoir de l'informatique qui arrive, donc les personnes sont plutôt déresponsabilisées, tu vois. Et en fait, quand tu déresponsabilises, ça aussi, c'est des choses qui m'ont marqué. C'est-à-dire que les personnes, au bout d'un moment, bah, ils font leur travail. Et quand tu enlèves des missions parce que c'est remplacé par l'informatique, par exemple, quelqu'un qui passait des commandes, bah, tu lui fais confiance, il passe ses commandes. Et du jour au lendemain, tu dis, bah non, en fait, tu passes plus des commandes, ça va être automatique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que un client il va retirer un produit du rayon, ça va être enregistré en caisse, ça va être envoyé, la commande va partir à l'entrepôt. Le lendemain, tu vas recevoir un colis et tu vas juste mettre en rayon. Et en fait, en faisant ça, tu enlèves une responsabilité à l'employé et au final, tu te rends compte que les personnes prennent moins plaisir à ce qu'ils font. Ils font moins attention. Et ça va beaucoup aussi. C'est ce que j'ai vu beaucoup. C'est important aussi que les personnes, il faut les responsabiliser, voilà, sur la Non, partie mais j'avais gestion pas vu d'équipe, ça quoi. comme ça, mais c'est Ouais, vrai, ouais, t'as ouais, bien c'est assez analysé. incroyable, ouais. Et le but, c'est surtout ce qui se passe avec le long terme, c'est que le fait d'automatiser tous les process, bah, au final, le dernier, le, la dernière personne qui met en rayon, bah, elle a plus d'intérêt en fait. Elle ouvre un carton, elle met en rayon, tu vois. Donc derrière, en fait, ton métier de manager, ça va plus être de la motiver, de la faire évoluer. Ça va être plutôt dans les cadences de travail. C'est-à-dire qu'il faut aller plus vite. Et du coup, c'est ce changement-là. Donc c'est pour ça que j'ai fait de la formation justement en lean management parce que l'entreprise est en train de changer et on m'a formé pour que je forme justement d'autres managers à réduire leurs coûts, à gérer leur équipe, à par exemple, s'ils ont 20 personnes, s'il y a des absents, bah, ils font pas appel à des boîtes d'intérim, mais parmi les personnes présentes, on va rajouter des couches de travail pour que comment on fait pour ne pas embaucher et garder le même nombre de personnes malgré le travail peut augmenter. Donc c'est sur là-dessus que j'ai travaillé, donc réduction des coûts essentiellement. Alors c'est intéressant quand tu es formateur parce que tu apprends beaucoup de choses, mais après en face c'est pas la même chose. Tu veux rebondir sur ça, Antoine? Peut-être Ouais, rajouter quelque chose? oui, parce que moi, actuellement, j'ai encore justement un job en grande distribution, en plus de mes activités à côté et du podcast. Et je pense que c'est un peu une question bête, mais est-ce que c'est possible de ne faire aucun déçu sur une équipe de 20 personnes pour, tu sais, si tu dois aller un peu les mettre sur différentes tâches, leur ajouter des tâches, des tâches, pardon, est-ce que c'est possible au final, ouais, de ne pas décevoir les gens et de ne pas les vexer par rapport aux ordres que tu as donnés? Ce qui est important, alors j'ai eu la chance, je travaille avec un grand PDG qui s'appelait Bernardo Sanchez Incera, qui était chez Zara, qui doit être aujourd'hui à la Société Générale. Donc c'est quelqu'un d'assez exceptionnel parce que justement, alors c'est un Espagnol, hein, vraiment un vrai Espagnol avec l'accent, il venait d'Espagne. Et il nous disait que même la femme de ménage, elle doit être fière de ce qu'elle fait en fait, de son travail. Et donc malgré tout, même les personnes qui ont des tâches assez basiques, il faut les valoriser, lui dire voilà, grâce à toi, par exemple, hier, on a eu plus de clients, le rayon était propre. Et en fait, quand tu valorises les petites actions de chacun, bah ça leur fait plaisir. Après, tu vas être toujours limité parce que
dans le sens où tu auras toujours des personnes déçues. Il y en a qui sont ils sont là pour un job alimentaire. Mais et justement, le job alimentaire, euh, je pense que c'est certaines entreprises arrivent quand même à aider les personnes à aimer ce qu'ils font. Et c'est important qu'aujourd'hui quelqu'un quand il vient, il soit bien au travail. Voilà, toutes ces choses-là, c'est pas évident parce qu'il y a toujours la pression des chiffres. C'est pas évident, mais on peut pas bien sûr. Il y aura toujours des déçus. Il y a des personnes qui vont réussir, mais ça c'est. Ouais, mais c'est vrai que ce côté-là est quand même en train de changer au fur et à mesure avec les années, quoi. On va revenir du coup quand tu as un petit peu découvert le monde du web jusqu'à maintenant, si tu peux un petit peu nous faire on va peut-être pas faire année par année, mais faire un petit peu un condensé de comment ça s'est déroulé. En fait, simplement, j'ai acheté mon premier ordinateur, je l'avais acheté à crédit sur 24 mois, c'était pour jouer aux jeux vidéo. Donc, tu vois, assez classique en fait, parce que simplement l'internet, on avait des kits de connexion. Alors, on se rend pas compte aujourd'hui parce on branche la DSL et tout. Et en fait, on avait des kits de connexion livrés sur CD ou disquette, c'est facturé à la minute. Et du coup, avec un modem qui se connectait jamais, bon, c'est assez particulier. Donc, on passait plus de temps à jouer qu'à aller sur Internet. Et c'était beaucoup, beaucoup pour apprendre en fait comment réussir mes jeux. Après, il y a eu tous les téléchargements en peer-to-peer qui sont arrivés. Donc, en fait, quand tu voulais regarder un film, en fait, tu téléchargeais un film, tu le mettais, ça durait 24 heures. Et le lendemain, tu avais ton film téléchargé, et tu le gravais sur CD, et je commençais à me faire des bibliothèques comme ça de films que je téléchargeais. Et petit à petit, j'ai commencé à accrocher, et c'est venu de là. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser comment créer des sites internet. Donc j'avais lancé quelques premiers sites pour il y avait des jeux en ligne pour gagner des allopass. Je sais pas si vous voyez ce que c'est des codes allopass. En fait, vous appelez pour débloquer des codes. Et j'avais commencé à lancer des sites et puis petit à petit à voir comment ça fonctionne. Donc avec Dreamweaver, HTML, vraiment il y avait pas WordPress, hein, il y avait Xoops, je crois, une communauté pour justement partager des tips et tout. Et c'est vraiment le début et je suis tombé à fond dedans parce que je me suis rendu compte que pour avoir des visiteurs, il faut du contenu, il y avait beaucoup de forums aussi, donc j'ai commencé à chercher, à creuser, chercher, et petit à petit, j'ai commencé à gagner de l'argent sur Internet. Alors au début, c'était, en fait, il y avait par exemple, des bars, des internautes, ils installaient des bars sur leurs écrans, et ça faisait de la publicité. Et le fait de faire installer ces bars, ça te revenait des centimes, et ça s'accumulait. J'ai commencé à gagner de l'argent en parallèle de mon travail. Ça en est venu, je gagnais presque l'équivalent. Donc 2006, 2008. Mais je me disais que c'est pas possible, je peux pas arrêter mon travail parce que comment on peut arrêter? Et en fait, j'ai créé ma société et j'avais des revenus passifs et le soir je bricolais sur mes sites internet. Je faisais de l'achat-revente de noms de domaine aussi. Il y a une grosse période où les domaines s'achetaient, se revendaient. Et puis petit à petit, c'est venu qu'en 2007, 2008, j'ai démissionné donc de mon poste dans la grande distribution. Je suis resté donc 2008-2012. Je travaillais donc bon, j'avais des revenus passifs, donc j'ai plus profité, on va dire, de ces revenus. Et alors là en fait, c'est comment je suis rentré dans le référencement, c'est ça? Ouais, ou plus même la chronologie de tout ce que tu as fait depuis par exemple depuis quand tu as découvert le web, comme tu es en train de le faire. Voilà, donc c'est venu au fur et à mesure. Et 2012, en fait, j'avais des revenus passifs. Et là, le problème des revenus passifs, de l'affiliation pour du devis, en fait, il faut savoir que c'était cette période-là où tu pouvais lancer un site internet. Tu disais j'ai besoin d'un million de backlinks. Tu pouvais faire un million de backlinks. Il y avait des logiciels où tu appuyais sur un bouton et tu avais un million de backlinks. Et c'était assez incroyable. Et en fait, c'était plutôt cette période-là où c'était la facilité. Alors il y avait moins d'informations sur YouTube, donc fallait chercher sur les forums, chercher des tips. Mais globalement, tu pouvais facilement passer top 3 sur une requête et prendre ce qu'il y avait à prendre.
Avril 2012, boum, patatras, algorithme Google Pingouin. Et là, du jour au lendemain, il y a plus rien, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tous tes sites qui recevaient beaucoup de backlinks, qui étaient justement montés à la vite fait, quoi. Et en fait, il y avait plus rien. Et du coup, tu te retrouves du jour au lendemain, tes revenus passifs s'arrêtent en fait. Donc là, j'ai pris un gros coup sur la tête et au fur et à mesure, je me suis dit ok, je vais me former vraiment à un métier au référencement parce que c'est là-dessus que je m'intéressais. Et j'ai fait une licence en marketing. Donc alors, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai repris une licence en marketing. Je me suis dit ok, je vais me former sur les bases du marketing parce que je n'avais pas forcément. 2012 et j'ai intégré, il y avait une période importante de stage, j'ai intégré une agence de référencement parce que c'était l'objectif que j'avais, qui m'a pris en stage et qui m'a embauché directement suite à cette licence. Et j'ai commencé comme ça en tant que salarié, je suis resté un an ou deux. Après j'ai eu une période où je suis parti, je me suis remis à mon compte, donc j'étais freelance pour des clients, j'avais des clients. Je suis parti à Marrakech pendant 2 ans parce que je voulais profiter un peu du soleil. Et la même chose, j'avais des clients en France, donc je faisais des allers-retours. Je suis parti avec femme et enfants, donc vraiment une belle période aussi où j'ai profité. Et 2017, 2016-2017, oui, donc je suis revenu salarié. J'avais une proposition pour un poste de responsable dans une agence marketing. Ok, ok. Et pour en revenir comment dire, sur le SEO, tu trouvais que c'était plus facile avant ou c'était différent, comme on a dit tout à l'heure? Alors, avant 2012, Ouais, par exemple, ou même avant de manière générale, par rapport à maintenant. euh, en fait, ce qui a changé, c'est que, par exemple, tu créais des pages, tu mettais plein de mots-clés, et tu mettais un maximum de mots-clés, et tu faisais des liens avec des logiciels automatiques. Il y avait des logiciels qui permettaient de créer beaucoup de contenu, des blogs, donc des pages sans vraiment d'intérêt pour l'internaute. Voilà. Et donc, ce qui était facile, c'était de produire. C'était facile parce que tu avais du résultat. La différence avec aujourd'hui, c'est que tu peux produire, et tu n'as pas forcément de résultat. Donc en fait, l'investissement, il n'a plus rien à voir parce que l'investissement auparavant, tu avais un investissement, tu avais un retour. Tu avais Google AdSense qui payait beaucoup mieux, par exemple, et aujourd'hui, l'investissement, il est beaucoup plus conséquent et tu n'es pas sûr d'avoir du résultat. Donc c'est un peu ce côté-là, difficulté, ticket d'entrée qui est beaucoup plus dur. La différence, c'est qu'aujourd'hui, tu as beaucoup plus d'accès à la connaissance. En fait, tu peux te former plus facilement. Donc ça, c'est l'avantage parce que justement, toutes ces personnes qui ont acquis des années de compétences, de connaissances, on partage aujourd'hui, ils font des formations. Donc tout ça, tu vas le gagner sur ce temps. Par contre, ce qui est resté, c'est le côté bidouillard. Donc aujourd'hui, ce côté bidouille que j'avais au début, que j'ai appris comme ça tout seul, en autodidacte, c'est resté aujourd'hui dans mon travail de tous les jours parce que justement je continue à travailler. Alors je suis SEO technique, hein, c'est vraiment la technique qui est quelque chose sur lequel je suis hyper calé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui n'importe quel site internet, il peut avoir 10 millions de pages. Je vais le vraiment, je vais m'éclater dessus, tu vois. C'est vraiment le type de site sur lequel je prends du plaisir à aller corriger, à aller trouver des erreurs, parce que justement cette technique, c'est tout ce passif-là qui est resté. C'est peut-être que tu vas trouver justement sur la partie sémantique, je prends moins plaisir, et sur la partie netlinking, c'est encore autre chose. Voilà. Mais globalement, c'est c'est autre chose. Difficile dans le sens, oui, il fallait chercher les informations, mais la mise en pratique était beaucoup plus simple sur le lancement, en fait. Ok, ok. Et de 2017 jusqu'à maintenant, t'occupais le poste que t'occupes actuellement? Alors, j'ai travaillé donc 2017, j'ai travaillé donc responsable dans une agence web. Donc, je formais beaucoup de consultants, de référenceurs. Après, en 2000, il y a eu le Covid. 2020, avec le Covid, comme on a eu cette période, on était enfermé à la maison. J'ai dit bon, écoute, voulais pas forcément retourner au bureau. Et j'ai travaillé chez Corleone Biz, qui est une grosse agence qui gère Next Level. C'est un outil de vente de liens qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été racheté.
Et du coup, c'était en full télétravail. Donc je suis rentré, j'étais consultant SEO senior. J'avais mon portefeuille de clients à gérer, donc du grand compte, des clients dans tes thématiques, tout ce qui est concurrentiel, le CBD, le casino en ligne, l'adulte, donc vraiment super expérience. Là, j'ai appris surtout la gestion de clients en fait, la vraie vraiment, le vrai accompagnement de clients grand compte et la gestion des comment faire un audit complet, comment parce que on était assez efficace parce qu'on avait justement la plateforme de lien qui nous permettait justement derrière moi je travaillais sur la technique, l'audit, le client je lui envoyais à chaque fois les préconisations qu'il mettait en place et derrière on pouvait envoyer beaucoup de liens via la plateforme. Donc c'est une super période au niveau apprentissage et j'étais aussi entouré de collègues qui étaient très calés aussi sur les SEO. Et j'étais responsable du pôle SEO on-site. Donc il y avait le off-site et le on-site. Donc j'ai géré les consultants juniors, parce qu'on a eu quelques recrutements. En portefeuille, j'avais par exemple, je gérais un portefeuille de 20 000 euros. Je facturais 20 000 euros sur moi, c'est mon travail. Et à côté, je facturais, donc c'est par mois, hein, 80 000 euros en lien. Donc tu vois, le gap, il est énorme. C'est-à-dire que les clients, quand ils rentraient, ils mettaient par exemple 1 000 euros pour me payer moi en tant que consultant. Et ils mettaient 4 000 euros de liens au minimum. Donc parfois il y avait même des clients qui mettaient 20 000 euros de liens par mois. Donc derrière, en fait, quand tu as un client qui met 20 000 euros de liens, c'est efficace. Donc ça c'est bien. Et du coup, ça m'a permis de voir, d'aller vraiment aller loin sur la partie technique, l'algorithme, il a poussé l'algorithme. Après, je suis parti fin 2013, donc non, 2023 pardon, fin 2023, donc j'ai posé ma démission avec 3 mois de préavis et j'ai démarré chez Scores Media, on gère donc c'est pronostic sportif à l'international. C'est quelque chose qui m'intéressait de partir sur l'international justement parce que c'est pas forcément quelque chose que je connaissais vraiment bien et c'est super intéressant parce que on a des façons de travailler qui sont différentes que rester sur que le marché francophone. Voilà, donc à peu près le parcours où je suis aujourd'hui. Je suis responsable SEO. J'ai une équipe on est une trentaine à peu près et on a des développeurs. On est 4 SEO et puis on travaille beaucoup avec tous les autres services. C'est surtout ça, beaucoup de formation des autres collaborateurs sur les autres pôles. Beaucoup de techniques aussi. Et voilà, mais c'est super intéressant comme ce que je fais aujourd'hui. Justement, si tu peux nous en dire plus sur ton métier actuel et même pour des gens qui seraient pas forcément dans le domaine du SEO, un peu expliquer aussi ce que tu fais. En fait, tu as le pronostic sportif, le pari sportif, tout ce qui est casino en ligne. Donc nous, on fait pas vraiment le casino en ligne, c'est encore autre chose. Donc le pronostic sportif, comment ça se passe? Il y a un match de foot. L'internaute, il va rechercher des conseils sur un pronostic du match qui va avoir lieu le soir. Donc c'est entre le média et le site statique où justement tu vas avoir des pages plutôt assez costauds pour le cycle football, pour le cycle Ligue des Champions, pour le cycle Ligue 1, multiplié par 10 marchés. C'est-à-dire il faut que tu sois sur l'anglais, sur les États-Unis, sur le Mexique, toute l'Amérique du Sud, toute l'Afrique francophone, l'Afrique anglophone, l'Allemagne, la Hollande, l'Italie, le Portugal. Donc tu vois, la Grande-Bretagne. Donc tu vois, une page, il faut que derrière, en fait, tu as ton collaborateur pour chaque marché qui va retravailler la page et qui va l'adapter à son marché. Parce qu'en fait, un match, par exemple, France-Espagne qu'il y a eu au JO, ça peut intéresser aussi bien les Espagnols qu'au Mexique. Donc il faut adapter le contenu. Donc tu vas créer, toi tu vas créer justement ce travail-là de formateur des personnes qui vont créer les contenus. Et donc moi mon travail, c'est sur les pronostics sportifs, c'est toujours être minimum top 3, au moins être premier et tenir la journée. Parce qu'en fait, tu te rends compte qu'il y a énormément de concurrence des médias. Et donc, c'est ce travail-là, parce qu'en fait, si tu rates ta position dans la journée, c'est fini. À partir de 20h, le match démarre à 21h. Le lendemain, il n'y a plus de trafic.
Donc c'est vraiment des pics. Et surtout, tu n'as pas les tendances de mots-clés qu'on peut avoir sur les outils, parce que les outils ne détectent pas ces matchs. Tu as par exemple une finale d'Euro, bah, tu n'as pas les équipes qui vont jouer une semaine avant, tu vois. Donc c'est dès que les équipes, tu as les finalistes, l'internaute il va commencer à rechercher la veille, le matin, il est dans le métro, il est sur mobile, ok, je vais faire mon prono, j'ai besoin de conseils pour faire mon prono, bah pronostic tel match, et là il faut que tu sois bien positionné. Et donc c'est ce travail-là justement. Au niveau technique, il y a énormément de visiteurs, donc il faut que ton site il soit parfait. C'est-à-dire qu'on est constamment en train de corriger des erreurs techniques, donc analyse de log régulière. Se positionner toujours sur la concurrence et chercher des opportunités, des nouvelles idées qu'on peut avoir chez les concurrents. Donc c'est essentiellement ce travail-là que je fais avec mon équipe. Et tu disais qu'il y avait des gros pics, ça peut avoisiner combien si c'est pas indiscret? Par jour, par soirée, oui, par jour ou soirée. Des pics. Alors il y a des périodes de travail. Par exemple, on est sorti de la CAN. Il y a eu la CAN, il y a eu l'Euro, les JO. Il y a eu un petit peu quand même d'activité. On a travaillé les JO. Parfois, tu peux avoir des matchs type match de boxe Doumbé qui a joué il y a pas longtemps, donc MMA. Tu peux avoir comme ça des pics. Et sur par exemple des matchs exotiques où tu connais pas, tu vois un match au Mexique qui va faire 30 000 visites SEO et peut-être 30 000 visites sur Discover. Et là, tu te dis, waouh, je sais pas. Et en fait, ça te permet d'apprendre en fait que bah, cette équipe-là, elle était recherchée parce que peut-être il y a un joueur qui est très connu dans tel pays et que les internautes ils ont recherché. Par exemple, en Arabie Saoudite, il y a le championnat en Arabie Saoudite. Bah en fait, si Benzema joue, tu as un pic de trafic. La MLS aux États-Unis, par exemple, la MLS qui n'était pas forcément suivie, comme il y a Messi maintenant qui joue à Miami, si Messi joue, tu as un pic de trafic. Pourquoi? Parce qu'en fait, par exemple, Discover, bah, les internautes sont intéressés par Lionel Messi, vont recevoir la notification qu'il va jouer, par exemple, et donc ils vont suivre Lionel Messi et ils vont chercher aussi ce match-là. Donc au niveau du pronostic. Donc c'est toujours difficile à appréhender. On a les matchs phares, les nations, ça c'est évident. On sait que s'il y a un PSG-OM, il faut le jouer. Mais après, dans chaque marché, on n'a pas forcément la connaissance. C'est pour ça que, par exemple, au niveau du travail, nous on embauche toujours un country manager qui connaît bien son marché. Ça c'est important parce que, par exemple, pour les États-Unis, bah, il faut un Américain. C'est impossible de mettre quelqu'un qui n'est pas américain pour gérer le marché américain. Pour le Brésil, on a une brésilienne, tu vois, qui gère le marché brésilien. Et pour le Portugal, c'est un Portugais. Et donc, moi, je ne peux pas, moi, j'ai pas la connaissance aussi bien de leur marché. Par contre, moi, je peux les accompagner, comment ils peuvent faire des meilleures pages, comment ils vont trouver des nouveaux mots-clés, comment ils vont travailler leur structure de page, H1, H2, comment ils vont positionner leurs mots-clés importants au début de page. Moi, je vais leur accompagner sur la partie sémantique. Mais après, le cœur de métier, s'adresser au lecteur, ça, c'est vraiment le country manager. Donc ça, c'est intéressant au niveau de mon poste, c'est vraiment d'avoir justement cette vision, de travailler avec toutes ces personnes qui sont spécialisées sur leur pays. Et je trouve que c'est super intéressant. Merci pour ces informations. Je pensais pas que c'était aussi vaste et qu'il y avait aussi tant de choses comme ça qu'à prendre en compte. Et pour ton futur, est-ce que tu as des idées peut-être de projets à côté que tu aimerais développer ou de choses que tu aimerais nous parler? Alors, sur le futur, c'est déjà d'être... alors, moi, je garde toujours à côté des clients sur des e-commerce. Parce que il y a par exemple, tu vois, sur mon poste actuel, j'ai une équipe de développeurs. Donc, je peux leur envoyer des demandes qui vont corriger. Mais je ne touche pas techniquement au site. Donc j'aime toujours garder les mains dans le cambouis. Donc je vais avoir peut-être des clients sur PrestaShop, sur des WordPress, pour les accompagner par exemple sur des points techniques où je vais intervenir voilà, sur mon temps libre qui me permet justement de garder toujours la main sur des secteurs qui sont moins concurrentiels ou peut-être justement voir un peu ce qui se passe, ne pas rester dans ma bulle parce que donc c'est quelque chose que je veux continuer à garder. Après ce que je vois dans l'avenir, c'est déjà être
continuer dans l'apprentissage de ce que je fais, et puis aller plus loin dans mon métier. Et puis j'ai pas forcément d'objectif. Je pense qu'on a une bonne équipe, tu vois, et je vois pas passer à 15, 20 personnes, parce qu'à un moment tu t'y perds. Tu vois, j'avais fait beaucoup de management. En fait, le management, tu dépenses de l'énergie pour l'humain. Et au final, moi, je voulais justement revenir à mon métier, à moi, et donc je préfère rester avec une équipe de 3, 4 collaborateurs proches, SEO. Et voilà, c'est quelque chose c'est un format qui me plaît bien, voilà. Donc c'est vraiment, on est en hybride, c'est-à-dire qu'on a du présentiel, moitié semaine, et le reste le reste de la semaine, on est en télétravail, ce qui nous permet justement, pendant l'hybride, euh, quand on est au bureau, de faire des réunions, de se caler, de faire des formations, et quand on est en télétravail, plus de la R&D, voilà, c'est vraiment de la R&D, faire nos tasks qui sont prévues, qu'on a prévues au début de semaine, toutes les tâches assez récurrentes. Et donc je donne des missions et je fais le point régulièrement avec l'équipe. Et ça, c'est vraiment un fonctionnement qui me convient. Donc sur l'avenir, je pense que c'est peut-être partir sur des projets un peu plus à l'international. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me plaît bien. Ouais. Tu connais les deux clans, on va dire quelque part, entrepreneuriat et justement salarié. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment marqué en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur qui fait vraiment la différence entre les deux? En fait, tu as salarié et salarié. C'est-à-dire que si c'est pour être dans un travail où ton patron il te fait des misères et il est toujours sur ton dos, franchement, passe freelance quoi. Tu vois, indépendant. Si t'as la compétence. Euh, Après, tu peux avoir des postes de salariés où on te donne la possibilité justement de te former, de grandir Après, il y a la notion d'argent aussi. Alors, on pense que être indépendant, on gagne plus. Oui, ça dépend aussi. Il faut beaucoup travailler aussi. Quand tu es salarié, par exemple, tu as fini. Il arrive que, voilà, c'est plus du tout vraiment. Tu as moins de responsabilités en fait. Alors que quand tu es indépendant, tu travailles tout le temps. Donc, moi, ce qui a été difficile, c'est du jour au lendemain de perdre des revenus. Quand tu as une famille, tu te dis, ok, ouf, tu vois, c'est pas évident, tu vois, faut quand même s'accrocher. Donc, moi, ce que je conseille, par exemple, si quelqu'un qui démarre, tu peux démarrer dans le SEO salarié, agence. Si tu n'as pas de responsabilité, au bout de 6 mois, un an et demi, une fois que tu as les compétences, prends des clients, passe en freelance, passe indépendant, voyage, profite de la vie, et selon les aléas, si tu as un projet où tu peux investir, vas-y, fonce. Vraiment, j'ai pas de conseil, ni l'un ni l'autre n'est bien, c'est vraiment selon ta situation. Par contre, si tu penses que tu as besoin de sécurité, que tu veux dormir le soir tranquille, no stress, tu prends salarié, t'évolues dans ton poste. Qu'il faut, c'est régulièrement changer. Ça, c'est une astuce. Hein. Tu changes régulièrement en fait de poste pour évoluer dans ton salaire. Et puis, selon la situation, tu évolues. On a quand même de la chance. Je le dis toujours. Hein, on a quand même de la chance de pouvoir choisir. Et ça c'est quand même énorme. C'est un métier. Voilà, on a quand même une chance énorme. Après, par exemple, j'ai une connaissance qui travaille, qui est chez Primark, par exemple. Donc c'est mon beau-frère qui travaille chez Primark. Il travaille dans l'attribution. Bon, il est intéressé, il veut de la liberté aussi. Ok, fais une formation de développeur à côté. C'est ce qu'il fait. Donc il travaille chez Primark et à côté, il se forme en tant que développeur. Peut-être que demain il va démarrer salarié en tant que développeur pour démarrer, mais ce qu'il veut, c'est justement avoir du temps pour lui et peut-être passer à son compte plus tard en freelance. Donc voilà, c'est un peu les différences, c'est au cas par cas. Donc si tu n'aimes pas l'autorité, trouve une boîte où il y a pas où l'autorité, ils vont te faire confiance. Donc il y a des sociétés, ça existe. Hein, on est plus sur de la mission. Sinon, passe à ton compte et puis trouve des clients. Donc il y a et si tu veux voyager, si tu veux du temps libre, tu veux partir où tu veux, quand tu veux, t'as des avantages, mais voilà, les deux sont je peux pas opposer les deux en fait. C'est vraiment différent en fait. Et et après l'avantage aussi c'est que
Bon, quand t'es salarié, quand tu fais les choses, elles sont pas pour toi aussi. C'est un moment, si ça explose, tu n'en profites pas aussi. Donc, alors que quand t'es à ton compte, l'investissement que tu fais, à un moment, si ça explose et que voilà. Voilà. Donc, c'est selon, au cas par cas. Je pense que les deux sont bien et on peut pas les opposer. Voilà. On avait fait mais c'était dans les débuts de notre chaîne. En fait, avant de commencer la chaîne YouTube en vidéo, on était sur Spotify, tu vois, en audio. Et on avait fait une sorte de, oui, on peut appeler ça une sorte de débat entre Mehdi et moi-même, où justement on essayait d'opposer salariat et freelance. Et c'était plutôt intéressant, et c'est vrai que des fois on essaye de poser cette question, toi c'était parfait ton cas pour toi, que je trouvais ça intéressant de la poser, ouais. Mais en fait, tu vois, par exemple, euh, si tu démarres de zéro, démarrer freelance, c'est difficile. À moins que tu aies un projet, tu pars sur de l'e-commerce, du dropshipping, ok. Mais par exemple, si tu veux être consultant freelance, moi j'ai beaucoup de collègues salariés qui sont devenus consultants freelance indépendants. Ils gagnent pas forcément beaucoup plus. Ils ont des avantages, la liberté, le temps, mais peut-être que demain ils vont repasser salariés, tu vois. C'est au cas par cas, vraiment. C'est vraiment parce que freelance, il faut quand même être sûr que tu as tes clients qui payent tous les mois. Ton client il peut arrêter le jour. Si tu veux, en fait, c'est toujours la difficulté. Après, tu as des personnalités qui sont travailleuses en fait, tu vois, qui vont toujours travailler. Il y a des personnalités. Moi, je suis assez R&D, tu vois. J'aime bien passer du temps pour me former. Bah, ce temps, quand je suis indépendant, il est pas payé en fait, tu vois. Oui, c'est sûr. Voilà, Ouais, complètement. c'est vraiment au cas par cas, chaque personnalité. Et, quand tu peux, fais. Quand tu peux pas, reviens dans le salariat. Et puis, il faut se mettre d'accord. Ce qui est important, c'est quand tu postules, tu te mets d'accord avec l'employeur. Je dis ok, par exemple, j'ai une activité à côté mais je suis pas concurrence. Je fais pas de concurrence. Par exemple, si tu travailles dans une agence, bah, tu peux pas avoir des clients d'une agence, mais tu peux faire de l'édition de site. Tu vois. Par exemple, si tu travailles chez un annonceur, un éditeur, tu dis ok, je fais pas d'édition de site, mais je peux avoir des clients freelance pour à côté me former. Et toujours se mettre d'accord, toujours avec l'employeur. Quand les choses elles sont bien claires, en général, ça se passe bien. Après, il faut être honnête sur le temps de travail. Ça, c'est encore autre chose. Avec Abdel, on a discuté au début sur Twitter pour mettre en place l'interview. Et bah, du coup, c'est comme ça que je t'ai trouvé. Et c'est quelque chose que tu utilises de quelle manière, Twitter et les réseaux sociaux pour ton... Est-ce que tu l'utilises pour le branding ou c'est plus comme ça pour un petit peu faire de la veille ou d'autres raisons? En fait, les réseaux sociaux, le problème, c'est que quand je vais sur un réseau social, je vais le démonter. Et en général, je me fais bannir, quoi. C'est-à-dire que je vais créer des comptes fantômes. Moi, l'objectif des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est comment je peux créer des trafics via ce réseau social, comment je peux, par exemple, indexer. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, j'arrive au bout du bout, je vais tester leur algorithme jusqu'à où ils peuvent me pénaliser. Et comme ça, je flingue des comptes LinkedIn, je les monte à 10 000, boum, ils dégagent. Des comptes Twitter, je les monte à 50 000, boum, tu vois. Donc c'est ce côté-là, voilà, c'est côté RD, ok, je trouve un réseau, bah là par exemple c'est Telegram, je vais créer des chaînes Telegram, plein de chaînes Telegram, je vais connecter dessus du mec pour voir jusqu'où je peux aller. Est-ce que Telegram par exemple me permet de faire du trafic et en fait je découvre des petites choses. Malheureusement c'est ça. Alors le suivi ça va être sur la R&D. Je suis plutôt voilà, c'est là-dessus et je suis depuis longtemps sur les réseaux sociaux aussi, mais je partage pas forcément et c'est vrai que c'est un reproche et je devrais le faire d'ailleurs, mais c'est toujours la même chose. Euh, partager pour partager, c'est pas forcément juste pour faire des likes, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Après, ça va être euh, plutôt pour voilà suivre les personnes que je connais dans le temps que j'essaie de suivre. Voilà pour répondre au niveau branding, je fais pas du tout de branding parce que j'ai pas forcément le besoin de reconnaissance, j'ai pas forcément le besoin d'avoir des clients plus de clients ou voilà, j'en fais pas du tout. C'est quoi ton astuce pour faire monter ton nombre de followers? Sur quel réseau? Sur Twitter, ouais, pardon. Alors sur Twitter, tu peux monter sur Twitter par exemple, tu vas créer. Alors il y a des logiciels qui permettent de créer, de suivre des personnes et ensuite
de ne plus les suivre. Et tu peux partir sur des thématiques comme ça en fait, où tu vas automatiser justement le suivi de personnes qui vont te suivre. Et après, ça permet de monter des comptes. Et après de les réutiliser ces comptes pour éventuellement régénérer du trafic. Par exemple, si tu en as besoin pour Discover, par exemple, il faut du trafic. Alors Discover, voilà, de Google, il faut que tu aies une source de trafic via les réseaux sociaux ou via d'autres sources de trafic, mais un minimum pour lancer. Bon, en gros, c'est ça, donc sur Twitter. Après, il y a d'autres astuces, mais je vais toujours connecter plusieurs comptes Twitter en full IA, et ce qui me permet de voir jusqu'à où je peux aller au niveau technique. Ouais. Après, il y a par exemple, tu vois, sur Facebook, on oublie, mais Facebook, tu peux créer des groupes en automatique, en full auto. Tu peux créer, ça génère aussi des visites. Hein, les groupes Facebook, ça monte très vite, on s'en rend pas compte. Donc c'est tous ces petits réseaux. Donc c'est plutôt créer, connecter en automatique et voir ce que ça donne. Voilà. Et suivre dans le temps. Ouais. Et même si tu fais pas spécialement de personal branding et tu t'en sers plus pour faire un peu de la R&D et voir ce que ça donne sur tes sites, est-ce qu'il y a quand même une personne ou des personnes qui t'inspirent, qui ont un branding fort et qui t'ont marqué? Par exemple, tu vois Tammy Kabash, tout ce qui est bourse investissement. Et, je vois. Je sais, bon, vraiment, je trouve son histoire est vraiment inspirante. Il est un peu, enfin, YouTube, il cartonne sur YouTube, il est sur Telegram. Je trouve son branding vraiment top parce que justement, il démocratise la bourse. Et après, pour le business, le mindset, je sais pas si vous connaissez Rudy Somm. Je crois que ça me dit quelque Ah, chose. alors Rudy Somm, c'est un ancien SEO Black Hat, donc qui était dans l'époque justement où il créait des millions de liens. C'était la personne qui arrivait sur un forum. Le forum, tu peux les retrouver, il est mort, quoi. Il y a tellement de posts. Et assez incroyable, et il est devenu aujourd'hui le formateur des formateurs en gros hacking. Donc aujourd'hui, je crois, il a une formation en gros hacking. Et il est assez connu avec son peignoir rose dans les publicités. Et en fait, ce qu'on voit dans les publicités, il n'a rien à voir avec la personne qu'il est. Donc là, vraiment, sur le côté business mindset, c'est Rudy Somm. Après, pour la partie SEO, alors c'est plus pour le parcours. Paul Sanchez, Mathieu Gerbrand, Kevin Richard, qui font une formation SEO high level. Après, Stéphane Madaleno je trouve que c'est intéressant tous les outils qu'il lance. Fabien Rakidel sur Twitter qui partage beaucoup d'actualités et justement avec le temps c'est devenu une référence. Voilà globalement les personnes qui m'inspirent beaucoup. Ouais. Donc pas mal. Voilà, Rudy Somm, c'est si vous avez l'occasion, ouais, c'est vraiment à suivre, très spécial. Pour la petite info, Stéphane Madaleno, on l'a reçu dans le début du podcast, c'était encore en audio justement. Ouais, très personne très humble. Ouais. Ce qui je trouve cette personne-là, ce qui est intéressant, c'est que justement, quand il fait quelque chose, bah ça fonctionne bien en fait. Tous les outils qu'il lance et tout, voilà, c'est vraiment une personne super intéressante à chaque fois qu'il fait. Alors la formation où je vais, j'ai été 2 fois et à chaque fois je suis stupéfait par ce qu'il nous présente. Voilà, mais il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de compétences. On se rend pas compte. Hein, il y a énormément de gens qui sont très très forts. Et il y a des personnes on les voit jamais, on n'entend jamais parler d'eux, tu vois. Par exemple, tu vois, il y a un autre Abdel. Alors les gens ont tendance parfois à me confondre avec, c'est Abdel Webseller qui est spécialisé, voilà. Donc on a le même homonyme et je l'adore aussi parce qu'il est très fort en tout ce qui est site de niche, boutique de niche. Donc très très fort. Donc je te passe un coucou aussi. Et donc il y a beaucoup de monde très très on n'entend pas parler d'eux, mais très très fort. Et, euh, et ce qui est bien aujourd'hui, c'est que dans notre métier, on en apprend tous les jours. Faut rester humble, hein, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui connaissent. On en apprend vraiment tous les jours. Et du coup, c'est pas parce qu'aujourd'hui il y a une connaissance que demain ça peut être complètement différent, quoi. Tu vois. Donc voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est suivre toutes ces nouvelles générations qui arrivent. Je trouve à chaque fois que je vais écouter une vidéo il y en a beaucoup. Hein, il y a MVP aussi. C'est Paul Vengeon. Et ouais. Donc en fait, à chaque fois, dans chaque conférence, chaque podcast que tu vas écouter, peut-être il y a des choses que 90% tu connais. Et en fait, il y a
petites choses que tu connaissais pas, ou alors que tu vas dire, ok, bah sa façon d'aborder les choses, elle est différente de la mienne, ça peut être intéressant. Et du coup, j'écoute beaucoup de podcasts justement pour essayer de comprendre voilà, il y en a beaucoup qui apportent beaucoup de valeur. Ça c'est super. On est vraiment dans une période, je trouve que c'est super intéressante où il y a tout ce partage de valeurs et c'est super intéressant parce que par exemple, tu vois, contrairement à TikTok par exemple où c'est du divertissement, TikTok, bah, sur YouTube, sur les podcasts, tu vas écouter une personne qui va partager pendant 1 heure des choses avec toi. Donc, et t'es à la salle de sport, tu écoutes son podcast et puis tic, il y a un truc, tiens, c'est intéressant ce qu'il dit, tu vois. Et tu vas retourner devant ton ordinateur et puis tu vas l'appliquer. Et peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher. Donc je trouve qu'on est vraiment dans une période où on a beaucoup de chance de pouvoir en profiter. Non, mais t'as raison de le rappeler. Et c'est vrai que même en France, en plus, je trouve qu'on a une belle communauté, donc autant en profiter. On a un petit défi avant d'arriver sur la fin du podcast, donc à te proposer. Imaginons, donc là, t'as 200 € actuellement, t'as aucune compétence et t'as 6 mois de marge quand même. Donc t'as 6 mois d'économie pour vivre, tes courses, ton loyer, tout ce que t'as besoin. J'ai 200 €, je fais ce que je veux avec, c'est ça. Ouais, et par contre, il y a une petite règle qu'on a rajoutée, parce que les personnes utilisaient quand même leurs compétences. Tu dois pas réutiliser là, dans ton cas, tu dois pas utiliser le SEO. Ah, sans SEO. Ouais, exactement. Donc, qu'est-ce que tu ferais pour pas te retrouver? Ouais, parce que sinon, bah, dans 6 mois, t'as plus d'argent. Et... C'est quoi l'objectif? C'est de passer d'avoir un SMIC, c'est ça? Oui, bah l'objectif c'est de vivre déjà, parce que si tu fais rien, bah t'auras plus d'argent, t'auras plus d'argent, tu vas être pas très bien, quoi. Donc tu as du temps, mais t'as pas d'argent. Voilà, c'est ça. T'as 6 mois de temps et t'as quand même 200 € pour, je sais pas, pour prendre ce que tu veux. Si t'as besoin d'acheter un nom de domaine, voilà, pour le cas, ça sera peut-être pas un nom de domaine, mais t'as 200 € de budget. Pas énorme, 200 €. Après, par contre, on précise, peut-être pas dans le casino en ligne. Ouais, mais si t'as besoin, par exemple, dans les 6 mois, si tu veux travailler, par exemple, 2 mois pour avoir un budget plus conséquent, tu peux, aussi. Non, mais alors, par exemple, alors, déjà, si tu veux prendre un hébergement à 10 € par mois, il faut payer l'année complète. Donc, tu essaies de trouver un collègue qui aurait un hébergement, qui te ferait une petite place dans un hébergement à partager pour ne pas payer au début. Tu prends le chat GPT, ça c'est nécessaire. Alors, tu as du temps, tu fais les vidéos YouTube, tu montes des sites WordPress à la chaîne, tu fais du netlinking manuellement, tu vas sur eReferrer, t'as plein de sites à 0 €. Ouais, mais tu peux pas, excuse-moi, mais pas de SEO. Ouais, pas de SEO. Donc là, je t'écoutais, alors, mais. Donc, tu peux faire des sites, par contre, hein. Site, c'est pas très bien, mais sans référencement. Tu fais tes sites, mais il faut que tu trouves des clients pour démarrer. On va dire que c'est ça. L'objectif, c'est de trouver des clients, par exemple. Donc, en fait, tu vas dans les groupes, par exemple, entrepreneurs, création de sites, et tu as beaucoup de personnes qui posent des questions. Bah, il faut pas hésiter à répondre. Et en fait, tu vas voir ces groupes Facebook, par exemple, tu peux avoir des contacts directs. Et tu vas créer des contacts en direct avec des personnes, ils vont te contacter sur Messenger, et ça peut te permettre de démarrer avec des premiers clients, peut-être à 300 € par mois. Si tu arrives à avoir 5 clients, bah tu peux avoir 1500 € de prestations. Donc imaginons que tu réponds à des clients, tu fais pas de SEO, mais tu peux faire de la rédaction de contenu par exemple, tu vois. Donc un chat GPT, tu rédiges et tu corriges un petit peu ton texte, tu peux poser de la rédaction de contenu. Après, imaginons que tu arrives à tes 1500 € de revenus au bout de 6 mois. Ah, tu commences à réinvestir, à aller chercher, peut-être créer une boutique en ligne, en dropshipping, commencer, trouver des produits, tu vois, voilà, et petit à petit évoluer vers voilà, les deux, de la prestation et un petit peu de e-commerce à côté pour tester et trouver le mieux qui te convient, je pense. Ce que j'ai répondu. Après, imaginons que tu veux être salarié, tu as 200 €, mais tu veux être salarié au bout de 6 mois, et ben là, par exemple, tu vas faire tes sites internet et tu vas postuler, tu vas les monter, et tu vas postuler, mais sur un CV de projet, tu vois, tu vas dire voilà, j'ai créé ça, ça, ça. Tu vas gagner ton salaire de SEO, tu vas prendre tes 2000 €, donc on arrive toujours à 2000 €. Et à côté, tu fais tes side projects à fond. Et oui, par exemple, entre autres, voilà. Tu peux faire pendant 6 mois et te dire je vais taffer pour avoir un peu d'argent sûr qui rentre et faire à côté tes projets. C'est ça. Mais sinon, c'est atteignable, on va dire. On va parler un petit peu développement personnel.
On a déjà un petit indice derrière toi, mais est-ce que tu as plusieurs lieux de travail et quels sont-ils? Alors, je suis sur l'île. On a des bureaux sur l'île et Paris. Donc moi, je travaille moitié de la semaine dans les bureaux à Lille et l'autre moitié chez moi. Donc je travaille chez moi. J'ai tout ce qu'il faut pour travailler chez moi. Mon environnement, le matin, je pose mon enfant à l'école et puis je vais au travail. Et puis quand je suis en télétravail, je reste chez moi et j'enchaîne après 18 heures. J'enchaîne en soirée sur des. Donc je dors pas beaucoup. J'ai de la chance de pas dormir beaucoup. Et j'enchaîne sur des formations ou sur d'autres tasks. Je travaille beaucoup l'hiver. On va dire l'hiver, je travaille beaucoup plus que l'été. L'été, j'aime bien profiter des beaux jours, mais voilà, l'environnement c'est ça. Bon, et je vais sur Paris une fois par mois à peu près. Voilà, j'essaie d'aller pour voir Alors, en fait, le télétravail 100%, je l'ai vécu pendant 2 ans. Pour revenir à ça, au télétravail, et je préfère rester voir les personnes à un moment, parce que ne pas voir les personnes, je trouve qu'on perd ce côté humain. On le perd vraiment. Il y a des avantages au télétravail, mais il y a quand même des inconvénients. Et du coup, j'essaie toujours de faire mes réunions en présentiel, de voir les personnes au moins une fois. Parce que, je te donne un exemple, j'étais en télétravail 2 ans dans une agence, et mes meilleurs potes, anciens collègues de travail, sont ceux que j'ai vus, en fait. Donc, ce contact est resté, en fait, tu vois. Et tu as plus de contact avec des personnes avec qui tu as vraiment vu, tu as bu des coups ensemble. Et je vais te donner une autre anecdote à ça. Et ça m'a beaucoup marqué sur le télétravail. J'ai recruté un SEO junior en télétravail. Il fait son entretien, ok. On fait la promesse d'embauche, on l'embauche. Au bout de 3 semaines, ça allait pas. Rupture de sa période d'essai. Rupture de période d'essai en télétravail. Je l'ai jamais vu. Hein. Je l'ai vu que par webcam. Et voilà, je lui annonce rupture de période d'essai. Il finit sa période d'essai. Le jour où il devait partir, je lui dis bah voilà, bonne chance et tout. Et ça m'a beaucoup marqué parce que cette personne-là, si je la croise dans la rue, est-ce que je l'aurais reconnue? Je suis pas sûr. Du coup, en fait, c'est une personne avec qui j'ai passé du temps. J'ai passé 3 semaines. Je l'ai embauché. J'ai dû la arrêter. Et cette personne-là, au final, je m'en souviens plus en fait. Et ça m'a beaucoup marqué sur le télétravail. Et du coup, j'avais dit que les prochaines personnes que j'embauche, je les verrai au moins dans un café, minimum. Genre, je les invite, je les prends un café en télétravail. Donc ça, c'est important en fait. Tu vois, ce côté humain qui doit rester. Donc aujourd'hui, je trouve justement ce qui est bien, c'est d'avoir ce côté hybride qui me permet justement de voir des personnes et d'avoir quand même du contact. Ok, mais ouais, j'aurais pas pensé que c'était aussi important, parce que même si par exemple tu comparais par exemple une réunion avec tout le monde est sur un Zoom ou tout le monde est dans la même pièce, tu vois vraiment une différence marquante. Non, par exemple je te parle sur le long terme, c'est-à-dire que si tu fais une réunion avec des collègues qui sont à Paris, c'est bien de temps en temps de les voir, tu vois. Oui, non, mais je suis d'accord, mais oui, je pense pas Donc que ça c'est important, voilà. j'avais pas Après il y opposé a des les deux, mais personnes, ça. voilà, il y a des personnes pour qui ça a pas d'importance. Et aujourd'hui, je pense que il faut quand même garder ce côté contact. On est des animaux sociaux quand même, donc c'est important de temps en temps de voir. Donc si tu n'as pas de 100%, tu n'as pas la possibilité d'avoir des bureaux, bah peut-être se voir dans un coworking, faire des restos avec des collègues qui sont entêtés. Voilà, c'est vraiment important. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais Si, même pour la cohésion de l'équipe, je pense que c'est différent de se voir en vrai, même après d'aller boire un coup, faire une activité ensemble. Je confirme parce que tu vois, le podcast, moi personnellement, je préférerais le faire justement en live avec par exemple toi dans la même pièce et que d'être à distance. Bon, c'est toujours sympa et on partage, mais c'est vrai que si on est dans la même pièce, je pense qu'on crée un lien différent et peut-être plus fort. oui. Et après, tu peux avoir euh, toujours le discours. Il y en a qui vont dire non, le télétravail c'est génial, et d'autres non, des entreprises qui refusent le télétravail. Je pense que il faut avoir confiance, faut faire confiance à ses collègues, ses collaborateurs avec qui tu travailles. Et le télétravail en général, ça se passe super bien. Les personnes avancent.
parce que justement, tu as passé du temps avec eux et ils savent ce que tu attends d'eux, quoi, tu vois. Et du coup, le côté avec les collègues de travail, c'est hyper important, quoi. Donc les deux, c'est bien, je trouve. Et à la maison, voilà, la maison c'est bien, mais parfois aussi quand t'es tout seul, ça va, mais le mercredi, il y a le gamin qui a pas l'école, bon, il t'appelle, ok, il y a ça, il y a un devoir à faire, ça va te prendre de l'énergie aussi, tu vois. Donc c'est des choses, voilà, c'est vraiment au cas par cas. Donc aujourd'hui, ça me va très bien actuellement. Et est-ce que tu as une routine particulière à nous partager? Routine de la douche froide, c'est ça le matin? Non, non, là c'est un peu cliché. Après, il y a certaines personnes, ils le font et si ça leur convient, tant mieux. Mais une routine, même, Oui. est-ce que t'es plus du soir, tes horaires, comment se passent tes journées, quoi. Bon là, le matin, je pose mon fils à l'école, je vais au bureau. Je rentre chez moi, je passe un peu de temps avec mon épouse, et vers 21h, je bosse sur mes side projects, en général, jusqu'à avec une série à côté, tu vois. Euh, J'arrive comme je te disais, j'ai pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil, donc minuit, 1h du matin, et puis après, je suis couché. Un peu de lecture avant de dormir. Le sport, tous les jours, je fais de la marche. Une fois par semaine, j'essaie d'aller à la salle. C'est important, voilà. Donc surtout à mon âge, de s'entretenir. Et puis globalement, c'est ma routine, voilà. Et Et un peu de piscine. la journée au Oui, bureau, du coup. oui, oui. La dernière question du développement personnel, justement, c'est un peu une question existentielle, mais par rapport à tes activités, pourquoi tu fais tout ça? Alors, pourquoi je fais ça? En fait, c'est déjà se faire plaisir. Tu vois, par exemple, en fait, je suis assez, par exemple, s'il y a quelque chose que j'ai envie de mettre en place, je vais tout de suite me pencher dessus, comment je peux réussir à le mettre en place. Et ça me fait plaisir quand j'ai réussi à le faire, tu vois. Donc c'est cette satisfaction de réussir à être bien positionné, de réussir à avoir lancé un petit script. Tout ça, c'est des choses qui me permettent justement de m'auto-satisfaire. Donc et d'être formé tout le temps. Voilà, c'est vraiment aujourd'hui, tu me dis entre la pilule rouge et la pilule bleue, bon, la pilule, voilà, j'aurais choisi la bonne pilule, j'ai l'impression, tu vois. Donc, si pour ceux qui ont la référence, je vois pas d'autres univers, tu vois, je vois pas d'autres choses. Voilà, en gros, c'est ça. Ouais, c'est plus important de toute façon de faire quelque chose qui nous plaît et dans lequel on croit aussi. On va terminer. Merci déjà pour toutes ces réponses, Abdel. Comment les gens peuvent te suivre? Sur LinkedIn, on peut me suivre. Bon, je suis pas ouvert actuellement à toute proposition d'emploi, désolé. Surtout parce que j'en reçois beaucoup. Sur Twitter, voilà, même et globalement, on peut me suivre dessus. Et après j'ai des groupes WhatsApp, mais c'est plus avec des collègues où on échange des tips, voilà, des collègues SEO. On me retrouve dans les groupes. Il y a des groupes Skype où je suis dessus. Voilà. Le monde du SEO en France est assez petit au final, donc tout le monde se retrouve au même endroit. De toute façon, pour ceux qui nous regardent, les liens sont dans la description. Est-ce que tu aurais une personne ou plusieurs personnes à nous recommander pour les prochains épisodes? À vous recommander. Alors, on précise que ça peut être des gens que tu connais ou pas, et dans n'importe quel domaine de l'entrepreneuriat, justement. Je vous avais dit Rudy Somme. Je sais pas si Rudy Somme, c'est assez intéressant. Il y a Bastien Bricou. Je sais pas si vous connaissez Bastien Bricou. Ah bah Bastien Bricou, sûrement ça va se faire Ah oui, prochainement. oui. Ouais, J'ai ouais, donc fait contacter, ancien, il m'avait répondu en septembre, donc à voir, mais ouais, donc ancien pote du SEO qui a un parcours assez étonnant, qui a beaucoup voyagé, donc qui a sorti un livre d'ailleurs. Hein. J'ai choisi d'être libre. Il y a Bill Kerr qui est en train de cartonner, j'ai l'impression. Bill Kerr, je viens de commander son livre aussi. Il y a Bill Kerr avec son Bill Kerr Diacat. ouais, Bill Kerr, j'ai commandé son livre aussi et il faudrait que je le contacte comment on va se mettre sur LinkedIn et j'aime bien, j'ai écouté son podcast, je te le partagerai Antoine, j'ai pas eu le temps de te le dire. Je le connaissais pas du tout, je suis tombé dessus. Ouais, il est exceptionnel. Il a un beau mood. Après, plus plus sur la partie peut-être pas business, mais par exemple, tu as Régis Stéphane qui est très fort en acquisition de liens. J'ai beaucoup appris avec lui, mais bon, c'est un showman.
Donc, il faut prévoir plutôt 4 heures de podcast. Donc, Régis, n'hésitez pas, vous avez passé un super moment avec lui. Après, il y a des personnes, comme je vous disais, qu'il y a des personnes qui sont pas forcément très connues. Bon, il y a Jérémy Vaucher, il fait de l'édition de sites, beaucoup de side project. À chaque fois, il me montre ses projets, il fait du Amazon KDP. Très discret, mais redoutablement efficace. Vraiment quelqu'un, Jérémy Vaucher. Après, en consultant à SEO, t'as Jérémy Croc, qui est aussi spécialiste. Alors par exemple, tu vois, il y a cbd.fr, c'est lui qui avait fait l'analyse sémantique. Le site, il était premier. Il a fait une analyse sémantique, je pense. J'ai jamais vu une analyse aussi incroyable. Donc c'est des gens avec qui vraiment j'ai appris beaucoup et qui ont un niveau quand ils font les choses, ils vont jusqu'au bout des choses. Et je prends toujours des belles claques à chaque fois qu'ils me montrent. Voilà, donc je vous ai donné pas mal de prénoms là. Pour ceux qui nous regardent, justement, si vous avez des noms qui vous parlent, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. Comme ça, même si eux peuvent nous retrouver facilement, ça sera toujours cool. Du coup, est-ce que tu aurais un message de fin pour quelqu'un qui a envie de vraiment faire un métier qu'il aime ou même pour un entrepreneur qui part de zéro? Message de fin, je dirais, on va être un peu sur le mindset. Je vais essayer de trouver son ikigai. Je sais pas si vous voyez ce que c'est l'ikigai. Yes, C'est bien sûr. tu fais une analyse de ta personnalité, tes connaissances, tes compétences, et en fait, quand tu poses tout ça, tu vas trouver des opportunités qui vont te permettre de trouver ton ikigai. C'est vraiment ce euh, qui va te permettre de trouver l'opportunité pour gagner de l'argent en aidant le monde, en fait, tu vois. Donc ça peut être gagner de l'argent via un salariat, ou gagner de l'argent via de la formation, via de l'entreprise. Mais comment je peux aider les personnes en gagnant de l'argent? Et du coup, je dirais ça, c'est d'abord travailler sur son ikigai. Ça, c'est quelque chose vraiment j'ai appris via le mindset. Et donc moi, par exemple, mon ikigai, c'est voilà le SEO technique, et j'aime bien former les personnes là-dessus. Et je suis payé pour accompagner les personnes dessus, donc je m'y retrouve en fait. Bon, en fait, c'est ça, faites ce qui vous rend heureux, améliorez vos connaissances, votre santé physique, votre mental, et puis voilà, c'est pas vraiment voilà des conseils très simples au final, mais parfois c'est les conseils simples qui sont les plus efficaces. Ok, merci. Ah, on est bien d'accord. Merci à toi, Abdel. C'est un plaisir. Merci, avec grand plaisir. Merci à ceux qui nous regardent. Je répète, n'hésitez pas à commenter, on lit tous les commentaires, on répond à tous les commentaires. Likez la vidéo et abonnez-vous. Rendez-vous vendredi prochain.